On démarre par cette nouvelle, je veux dire qu'on a pratiquement découvert dans les réseaux sociaux à la suite de la dernière audience en rapport avec les manifestations du MRC et des sympathisants de cette formation politique, des manifestations qui ont été réprimées en septembre 2020. On découvre que à la veille de ces arrestations, il y a eu un message porté du ministre de l'administration territoriale qui demandait au gouverneur des régions d'interpeller sans faiblesse tous ceux qui s'hasarderaient à se retrouver dans la rue, dans le cadre de ces manifestations, et même d'interpeller tous ceux qui, sur les plateaux de télévision et dans les radios, ont lancé des appels à ces manifestations. Cela interroge quand même sur la méthode et sur la façon de faire de la justice camerounaise ou encore du fonctionnement, n'est-ce pas, de notre gouvernement par rapport à la question du respect des libertés et des droits humains. Oui, tout à fait, cela interroge. D'autant qu'aujourd'hui, dans les prisons camerounaises, notamment à la prison centrale de Kondengui et à la prison centrale Nobel, il y a une quarantaine de militants d'une formation politique, notamment le MRC, qui se retrouvent pour des raisons vraiment difficiles à comprendre dans un état de droit, dans un état qui respecte les principes de la démocratie. Parce qu'ils y sont, pour la plupart, parce qu'ils ont procédé à une marche pacifique, et d'autres ont été interpellés pour avoir, dit-on, eu l'intention de marcher, n'ont même pas marché. Et les raisons pour lesquelles ils marchaient aujourd'hui leur donnent pratiquement raison. Parce qu'ils disaient non à la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ils disaient qu'ils souhaiteraient, pour qu'il n'y ait plus de crise post-électorale dans une élection, qu'on procède à la réforme du système électoral. Ils disaient également, ils souhaitaient qu'il y ait un véritable audit des chantiers de la CAN qui a été organisé. Tout le monde sait les conditions dans lesquelles la CAN a été organisée au Cameroun. Ça a glissé, ça a finalement été organisé. Et après la CAN, on se rend compte qu'on n'a jamais eu de complexe, ni à Douala Japoma, ni à Yaoundé. Et pire, le stade Olembe, qui aurait dû s'appeler le stade Paul Biya, n'est toujours pas achevé. Le stade Paul Biya n'est toujours pas achevé. Donc il y a des raisons valables pour lesquelles ces compatriotes, citoyens, militants d'une formation politique, le MRC, se battaient, ont lutté, ont marché, et ils ont été jugés. Pas devant les tribunaux civils, devant les tribunaux militaires. Donc, le Cameroun, progressivement, rentre dans ce qui n'aurait jamais dû être, dans la légalité d'exception que nous avons connue sous le régime du président Paul Biya. C'est pour cela que, quand vous rappelez, n'est-ce pas, ce message porté du ministre de l'administration territoriale, il fallait bien qu'on restitue dans son contexte les raisons pour lesquelles ces citoyens étaient interpellés. Et ensuite, pour dire que c'est en violation totale d'une loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, promulguée par le chef de l'État le 19 décembre 1990, notamment la loi sur les partis politiques, mais aussi la loi sur la liberté de réunion et de manifestation politique. Ces dispositions ont été totalement violées. Ils n'auraient jamais dû être jugés devant un tribunal militaire. Et pire, cette loi, notamment celle sur la liberté de réunion et de manifestation publique, est très claire. C'est que si, au cas où, ça je dis bien au cas où la loi a été violée, le quantum de la peine ne dépasse pas 6 mois, au plus 6 mois. Or, ils sont en prison depuis 2020. Certains ont été condamnés à 5 ans de prison, d'autres à 7 ans de prison par le tribunal militaire. Et voyez-vous, ce qui est en train d'arriver là montre que le Cameroun, véritablement, n'est pas l'état de droit qu'il se proclame d'être. Mais vous parlez de la loi de 1990 qui a été considérée comme une loi révolutionnaire. Tout à fait. Parce qu'on marquait quand même, c'était une avancée importante par rapport aux ordonnances de 1962. Tout à fait. Mais lorsqu'on regarde la situation aujourd'hui, le sentiment qu'on a, c'est qu'on n'est pas seulement rentré à l'avant 90, on est même retourné aux ordonnances de 62. Oui, on est retourné malheureusement de fait aux ordonnances de 62, notamment à l'ordonnance de mars 1962 sur la subversion, qui a été officiellement abrogée par une loi du 19 décembre 1990 portant répression de la subversion, mais le contenu de cette loi, visiblement, est appliqué, est distillé malicieusement dans le code de procédure, dans le code pénal et même dans la loi
portant répression des actes terroristes. Et c'est pour dire qu'au Cameroun, aujourd'hui, on a plus reculé qu'on a avancé. Parce que même au fort de la crise des années 90, où il y a eu une forte contestation, n'est-ce pas, de l'élection du président, du candidat du RDPC, oui. On n'a pas vu pareille oppression, hein, sauf si je m'abuse. Oui, dans les années 90, je peux vous le dire. Ce que fait le MRC comme principale formation politique de l'opposition depuis sa création en 2012, je pense qu'ils ne sont pas aussi radicaux. Hein? C'est-à-dire que, comme les partis de l'opposition qu'on a connus dans les années de Blaise, on a connu les villes mortes, hein? Les villes mortes. Depuis la naissance du MRC, il n'y a pas de ville morte dans la zone francophone. Le Ghost Town, c'est revenu à la faveur de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. On a connu des villes mortes. On a eu la paralysie de l'activité économique. Il y a eu des blocus au port de Douala pendant les villes mortes. En 1991, pendant plus de 6 mois, c'est-à-dire d'avril du 19, des marches, des meetings des 18-19 avril 1991 jusqu'à la rencontre tripartite de octobre, novembre 1991 qui ont mis fin à ces villes mortes. Donc, il y a des raisons de s'inquiéter, de s'interroger sur, n'est-ce pas, ce harcèlement du gouvernement vis-à-vis de l'opposition en général, vis-à-vis du MRC en particulier. Et je rappelle également que lorsqu'il y avait eu les villes mortes, nous, les journalistes, nous avons été arrêtés plusieurs fois, mais on a été toujours libérés. Au plus tard, la nuit du jour d'arrestation, les leaders de l'opposition ont été arrêtés. Ils ont même été fessés, je me rappelle. Et ça, il faut le dire avec beaucoup d'émotion. Samuel Ebois, ancien secrétaire général à la présidence de la République, à l'époque du président Amadou Ahidjo, Paul Biya était Premier ministre. Lorsque, plus tard, Paul Biya devient chef président de la République du Cameroun, à la faveur de son accession au pouvoir le 6 novembre 1982, il y a eu ces villes mortes dont j'ai parlé tout à l'heure, et je peux vous dire que le principal leader de l'opposition, c'était le leader de l'UNDP, Samuel Ebois. En 1991, le patron de l'opposition s'appelait Samuel Ebois. C'était le patron du directoire de l'opposition camerounaise. Founding là était qu'à partir de 1992, à la faveur du Radio Maré, il a fait à l'élection présidentielle le 11 octobre 1992. Donc quand je parle de Samuel Ebois, permettez que je termine sur lui. Pour dire vraiment de regretter mémoire, cet homme, ce grand patriote qui a donné toute sa contribution comme homme d'État à ce pays, lorsqu'il a entré dans l'opposition, c'est parce qu'il estimait qu'il a quelque chose encore à apporter à ce pays avant de prendre sa retraite définitive. Voyez-vous, il a été, à l'issue d'une marche, en 1991, en octobre 1991, arrêté avec d'autres citoyens camerounais, membres de l'opposition à la société civile, je pense à Jean-Jacques Ekindi également, Mboua Massop, le bâtonnier Charles Tchunga. Il n'était pas encore bâtonnier, mais il était membre de l'OCDH, Organisation Camerounaise des droits de l'homme. Il était dans la société civile. Ils avaient été arrêtés, bastonnés, à tel point que je me rappelle, le bâtonnier Charles Tchunga avait perdu totalement connaissance. Samuel Ebois avait été fessé, bastonné, un grand-père bastonné. Et nous, dans la presse, nous avons appelé cela la fessée nationale souveraine. Pourquoi fessée nationale souveraine? Parce que l'opposition réclamait en 1991 la conférence nationale souveraine qui n'a jamais eu lieu. Paul Biya avait dit plus tôt, en mai 1991, à l'Assemblée nationale, la conférence nationale est sans objet et sans fondement au Cameroun. Et lorsqu'il est arrivé en visite à Douala, le 20 septembre 1991, il a fait un discours assez martial à l'endroit des Camerounais en général, les populations de Douala et la classe politique de Douala en particulier. Me voici donc à Douala. Me voici donc à Douala. Et c'est quelques jours après, au mois d'octobre, que des leaders, lorsqu'ils ont marché, ont été festés, bastonnés, se sont retrouvés à l'hôpital, dans des cliniques. Je les ai vus personnellement, je les ai assistés dans les cliniques où ils étaient. Que Samuel Ebois ait vécu ça, lui qui a été un homme d'État, et qui s'est retrouvé dans l'opposition par la suite,
cela me permet de dire des choses à propos de la roue qui peut tourner. Samuel Lebois ne pouvait jamais s'imaginer se retrouver dans une situation comme celle-là. Ce n'est pas une situation qu'il a voulu, mais il est passé d'un régime politique, du régime du président Aïdjo au régime du président Paul Biya, dont il fut un des collaborateurs. Mais voilà, voyez-vous, voilà ce qu'il a subi. Et demain, vous savez, après le régime du président Paul Biya, il y aura un autre régime. Il n'est pas éternel. Et qui sait? Ceux qui sont au gouvernement, vous avez parlé du ministre de l'administration territoriale. Il y a des collaborateurs du chef de l'État aujourd'hui, à différentes fonctions, qui pourraient demain se retrouver dans la situation où Samuel Lebois s'est retrouvé. C'est pour cela qu'il n'est pas bon, d'une manière ou d'une autre, de poser des actes sans réfléchir à ce qui va se passer demain, pour vous, pour votre progéniture ou pour vos proches. Faisons très attention. On a vu également, en dehors de ce pays, ce qui s'est passé à Guinée-Conakry avec Dadis Camara, qui venait dans le cadre d'une transition, mais qui aujourd'hui, parce que pendant cette transition-là, il y a eu des assassinats, des viols au stade de Conakry, il se retrouve aujourd'hui dans les liens de la prévention avec certains de ses collaborateurs. Et la situation est très compliquée pour lui. L'affaire n'est pas totalement terminée. On n'a pas plus loin de nous le Gabon. Vous savez qu'il y a eu le président Omar Bongo qui a gouverné son pays pendant pratiquement une quarantaine d'années. Il y a son fils Ali Bongo qui a perdu le pouvoir il y a quelque temps à l'issue d'un coup d'État qui peut être considéré comme une révolution du palais. Mais il se retrouve dans une situation très inconfortable aujourd'hui, Ali Bongo. Lui, son épouse et un de ses fils. Et vous voyez comment est-ce que la transition est en train de se dérouler au Gabon. On voit la bonne volonté de celui qui l'a remplacé, de réajuster les choses, de faire en sorte que le Gabon retourne, c'est-à-dire que se développe en respectant l'état de droit, la démocratie, il y a eu tout un dialogue politique. Mais voyez-vous, Ali Bongo, les conditions dans lesquelles il a voulu faire un troisième mandat, un mandat de trop, n'ont pas été une bonne chose pour lui. C'est pareil, voyez-vous, pour le président Alpha Omar, l'ancien président Alpha Omar Condé, l'ancien président Alpha Condé, en Guinée, qui a voulu faire lui aussi un troisième mandat et qui a même obtenu un référendum au forceps, s'est retrouvé dans une situation inconfortable. Il a été victime d'un coup d'État lui aussi. C'est pour vous dire que ce qui se passe hors du Cameroun, comme ce qui vraisemblablement peut se passer bientôt au Cameroun, nous traversons des moments très difficiles. Il faudrait que ceux qui sont au pouvoir fassent très attention. Parce que demain, parce que la roue tourne, ils peuvent se retrouver dans une situation très complexe, très compliquée, à laquelle ils n'ont pas prévu. Je vais parler d'un autre cas qui me chagrine. Marafa Hamidou Yahya, ancien secrétaire général à la présidence de la République. Le groupe de détention, le groupe de l'ONU pour la détention arbitraire a démontré que sa détention était arbitraire, comme ce fut le cas pour d'autres prisonniers qui sont aujourd'hui dans nos lieux de détention en prison. Je pense à l'ancien directeur général de la CATV, il y a bien d'autres. Il y en a un qui est même déjà décédé. C'est pour vous dire, lorsque Marafa était en fonction, secrétaire général à la présidence, il était tout puissant. Pendant 10 ans, il était à la tête du ministère de l'administration territoriale. Il prenait des mesures fortes. Et nous, dans la presse écrite, comme dans la presse audiovisuelle, nous le rappelions toujours qu'il est important que le Cameroun reste un état de droit. Nous dénoncions les conditions de vie carcérales des prisonniers politiques. Il était minate, mais rien n'a changé dans les conditions de vie carcérales lors de son passage là-bas. Et le voilà, qui aujourd'hui se plaint de ces conditions de santé. Il risque de perdre totalement la vue si rien n'est fait.
C'est pour vous dire, lorsque vous êtes en fonction, je parle aux membres du gouvernement, notamment aux MINAC actuels, qui menacent tout le monde, menacent la presse, menacent la société civile, menacent la classe civile. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver demain. Donc, tous ces exemples, c'est pour dire à ceux qui nous gouvernent, pensez à demain. La retourne.